On va commencer donc dans un instant avec quelques minutes de retard, excusez-nous. On était encore un peu sur l'hydrogène, donc un sujet qui reste encore passionnant. Donc une conférence, pourquoi une conférence sur un siècle d'innovation poids lourd? Alors on a eu l'idée avec Patrick Cholton d'organiser cette conférence initialement il y a déjà quelques mois. C'était de retracer avec des experts, on les a ici dans un instant, donc tout ce qui a été fait en termes d'innovation, sachant que l'innovation est bien sûr l'ADN du salon de Solutrans. Et du coup, Patrick Cholton, qui est le président de la FFC et de Solutrans, m'a demandé de réaliser, ce que j'avais en projet également, un livre sur les 100 ans d'innovation poids lourd. Donc ça a été à la fois un challenge et puis également un travail, on va dire, conséquent, puisqu'on a réalisé le livre. Je vais vous donner l'équipe dans un instant. L'équipe, en tout cas le livre, en quelques mois seulement. Et donc le livre existe aujourd'hui, donc 100 ans d'innovation poids lourd. On aura l'occasion d'y revenir dans un instant. Je l'ai réalisé donc avec un autre auteur, un autre journaliste, qui est Jean-Philippe Pastre, qui fait partie également de mon équipe rédactionnelle. On aura l'occasion d'en reparler dans quelques instants. Alors je voudrais commencer... alors je vous présentais déjà les personnes qui vont intervenir. On va pouvoir parler justement des innovations parallèlement à cet ouvrage. Philippe Brossette, donc président de la Fondation Berlier, qu'on ne présente plus. Bernard Favre, responsable Sintras Consulting, on y viendra dans un instant également. Le manque de poids lourd, vous connaissez, puisque vous avez été donc, chez de nombreux constructeurs, en tout cas quelques constructeurs, le groupe Volvo. Jean-Philippe Pastre, donc journaliste RM24, on en parlait. Et puis Étienne Cadet, journaliste officiel et transporteur. Étienne qui était également chez Iveco, on en parlera également dans quelques minutes. Je vais commencer, Philippe Brossette, avec vous, puisque cet ouvrage 100 ans d'innovation poids lourd, on l'a réalisé avec la Fondation Berlier. En ce qui concerne, alors je tiens à le préciser, les photographies, illustrations et également la documentation. Ça nous a servi également, grâce à des documents, à écrire cet ouvrage avec Jean-Philippe. En tout cas, merci Philippe Brossette, merci aussi à la Fondation Berlier. Et je voudrais voir avec vous un petit peu, parce qu'on a réalisé également le sommaire de... On a essayé de faire un sommaire, en tout cas, ça n'a pas été facile, de 100 ans, de résumer 100 ans d'innovation poids lourd, vous imaginez. Alors Philippe, selon vous, quelles ont été les principales innovations sur le... On parle bien du poids lourd, hein, gros tonnage, en, on va dire, 100 ans. Alors les principales innovations, elles ont été déclenchées, j'allais dire, par un besoin des clients et du public pour diminuer le temps de transport et le coût du transport. Voilà, en résumé déjà c'est ça. Oui, en résumé, tout a été fait dans ce sens-là. Alors on est passé de l'hippomobile dans les années de début 1900, puisque les premiers camions, en particulier le Berlier, il est arrivé en 1905. Et il était utilisé pour remplacer les charrettes avec les chevaux. Et la publicité de l'époque, elle disait, vous pouvez aller avoir un rayon d'action qui, au lieu d'être de 15 km, va être de 40 km. Et quand le véhicule est arrêté, il n'y a pas de frais puisque vous n'avez pas à nourrir les chevaux. Donc c'était sous ces principes-là. Bon, après, il y a effectivement, on a utilisé des carburants, on vient d'en parler beaucoup, donc avec l'essence, et puis l'essence, c'est arrivé pendant la Première Guerre mondiale, et puis il en a manqué, puis c'était très cher, et alors il y a eu des utilisations de gaz au bois, et il y a eu de l'utilisation de l'électrique. Je dois dire que nous, on a trouvé dans la Fondation Berlier qu'en 1920, il y avait une gamme complète de véhicules électriques qui allaient jusqu'à 3, 4, 5 tonnes, voire 8 tonnes en ce qui concerne les tracteurs. Donc déjà à l'époque. Bien sûr. Et alors, il s'en est vendu quelques-uns, mais il y a eu des problèmes d'approvisionnement, évidemment, en électricité. Et là, je citerai Georges Richard, qui avait créé une voiture unique en 1895 et qui a dit au fond on va se limiter au milieu urbain parce que s'approvisionner en électricité restera un grand problème pendant de nombreuses années. Donc en 1895 c'était quand même une vision assez claire.
Alors après, qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé que l'essence devenait très chère, l'électrique, il y avait les problèmes d'approvisionnement, et puis il y avait le diesel. Le diesel, finalement, a tué l'électrique. Alors pourquoi? Parce que le diesel, à l'époque, on n'en faisait rien. C'est-à-dire que dans la structure disons, de raffinage, il y avait les produits légers, etc., les bitumes, et puis au milieu, il y avait le diesel, qu'on appelait à l'époque l'huile lourde, hein, et donc on n'en faisait rien. Alors le moteur diesel, il a été inventé par Rudolf Diesel en 1900, et en fait, il a été appliqué aux camions dans les années 1928-1930, avec différentes licences dans ce domaine-là. Et donc le diesel, finalement, c'est lui qui a pris tout le cinéma. Pourquoi? Parce que c'est un peu le monde à l'envers. Le diesel qui tue l'électrique, hein, c'est le monde à l'envers. Le diesel qui tue l'électrique par rapport à aujourd'hui. Oui, absolument. Hein, pourquoi? Parce qu'il était beaucoup plus économique, il était facile à remplir, hein, et il avait un rendement qui était meilleur que celui de l'essence. Hein. Donc ça a été l'innovation considérable. La deuxième innovation très importante qui a permis d'améliorer les vitesses, ça a été les pneumatiques. On était sur des bandages pleins jusqu'en 1925-1930, et ces bandages pleins, ça se coud sur les routes. En plus, les routes n'étaient pas bonnes, etc. Et on est arrivé aux pneus ballons vers 1930. Et à ce moment-là, la vitesse a pu passer de 15 km/h, 20 km/h maximum, à 60 km/h. Ah, déjà, il y avait un progrès. Hein, voilà. Et donc après, là aussi, le rayon d'action, de la même manière, a augmenté. Donc ça a été les deux choses qui ont fait basculer le système. Énergie et équipement ont une importance en fait dans l'évolution du poids lourd, en tout cas au début. Hein. Voilà, tout à fait. D'accord. C'est ce qui s'est passé. Des autres innovations que vous avez préparées, il y en avait une douzaine, mais on va peut-être pas faire les innovations par la suite. Donc tout s'est développé autour du diesel et du pneumatique. Hein. Michelin considérait que le camion était l'accessoire du pneumatique. Hein. Et donc ça s'est développé dans ces eaux-là. Alors après, on a eu les problèmes du conducteur. Donc les cabines à l'époque étaient en bois. Elles étaient plaquées en acier. Et puis on est arrivé jusqu'au début de la Deuxième Guerre mondiale, avec des cabines complètement en acier. Ce qui a amené des gains de poids considérables, la réparabilité, le fait aussi d'avoir un confort pour le conducteur qui était quand même nettement meilleur. Donc ça a été le grand véhicule qui a eu tout ça, ça a été le GLR Berlier, qui a été en 1945 le premier à avoir une cabine complètement métallique. Donc voilà ce qui s'est passé, donc c'était le confort. Ensuite, c'est poursuivi ce genre de choses. Le Stradair, avec sa suspension totalement pneumatique, hein, a permis d'améliorer aussi la vitesse, d'améliorer le confort de la marchandise et celui du constructeur. Et puis, donc après, il y a eu les volumes et les charges utiles, hein, qui ont augmenté. On est passé, donc on était à 4-5 tonnes, on est passé après à 15-16 tonnes, et puis avec les tracteurs, on est passé à 36 tonnes. Donc là aussi, un gain de coût considérable. Donc la cabine avancée, basculable, après, a permis d'avoir, disons, un lieu de conduite et de vie du conducteur par rapport à la mécanique qui a été améliorée. Et puis, il y a eu, évidemment, dans le domaine des boîtes de vitesse, une évolution considérable, puisqu'il y avait des boîtes de vitesse mécaniques, et après, il y a eu des boîtes de vitesse disons, qui ont été améliorées, pour arriver, finalement, à l'aide électronique de passage des vitesses, un peu plus tard. Donc là aussi, une amélioration. Et puis, il y avait les problèmes de sécurité. Donc les problèmes de sécurité, c'est lié au freinage. Et le freinage, il y a eu les freins à disque, qui sont arrivés assez tardivement d'ailleurs, sur les poids lourds en 88.
et puis les ralentisseurs électriques et les ralentisseurs hydrauliques. Ça en fait des choses. Hein, donc ça, c'était les aspects liés à la sécurité. Et puis est arrivé les réglementations anti-pollution. Alors j'entends par anti-pollution d'abord tout ce qui était lié à la santé publique, c'est-à-dire les particules et les oxydes d'azote. Donc il y a eu les normes Euro, donc, qui sont arrivées à 0, 0, 2, 3, 4, 5, 6, qui ont amené finalement à réduire considérablement les émissions de particules et les émissions d'oxyde d'azote, puisqu'on a réduit pratiquement les deux de 95% en l'espace de 15 ans, tout en réduisant la consommation, puisqu'on a dû gagner à peu près 10 litres au 100 de consommation en l'espace de 15 ans, ce qui était quand même considérable. Et puis enfin, les gains de consommation, et puis maintenant on en arrive au CO2. Alors le CO2, au passage, je le dis au passage, le diesel ayant un meilleur rendement que l'essence, émet moins de CO2 par rapport à l'essence. Et puis alors maintenant, on va dans des normes considérables avec ce dont la conférence précédente a parlé, c'est-à-dire l'électrification, l'électricité, toujours malgré tout les gains de consommation, ça a été cité tout à l'heure, il y a des moteurs qui sortent maintenant qui permettent encore de gagner à peu près 10% de consommation avec des carburants de type diesel, sans compter les biocarburants et ces choses-là. Et puis, bien évidemment, les batteries et l'hydrogène qui a fait l'objet de la conférence précédente. Et tout ça s'est passé en l'espace d'un siècle. Oui, on a pris un siècle, voilà. On va passer donc à Bernard Favre. Je disais que le milieu du poids lourd ne vous est pas étranger, puisque vous avez été ancien directeur de recherche chez Renault VI, Renault Trucks et puis Volvo pendant plusieurs années. Alors, Bernard, vous avez donc eu une fonction assez importante pour voir justement l'évolution du poids lourd. Alors, je sais que ce n'est pas facile de résumer, Philippe l'a fait déjà, on le fait également dans le livre. Les évolutions du poids lourd, ça a été l'équipement justement, les énergies, les motorisations, je suppose aussi. Oui, alors moi j'ai 3 décades d'expérience, d'innovation dans le domaine du transport de marchandises, de camions. Mais c'est simplement un tiers des 100 ans d'innovation. Parce que depuis 100 ans, il s'en est passé des choses. Et d'ailleurs, je recommande à tous la lecture de cet excellent livre que je viens de découvrir il y a quelques heures. Gentil, merci. Et qui est un résumé saisissant et très très bien illustré de cette évolution d'innovation dans le domaine du camion qui est forte, absolument remarquable et qui recouvre tout un ensemble de complexités dans différents domaines très très différents donc, les uns des autres. Moi je dirais pour résumer, il faut constamment améliorer sur les 100 ans qui viennent de s'écouler les performances du camion pour qu'il donne le meilleur usage à ses clients et aux clients de ses clients. Donc en termes de productivité, en termes de sécurité, en termes de fiabilité, en termes de coût évidemment, en termes de confort, en réduisant au maximum les impacts négatifs. La sécurité, donc les accidents du travail aussi, voilà. Évidemment, toutes les questions de pollution, de congestion et puis d'endommagement des chaussées. Et puis, par ailleurs, pour le faire, eh bien, nous disposons de 3 ensembles, je dirais, de domaines technologiques qui sont les matériaux, qui sont les technologies de l'énergie, et puis qui sont les technologies de l'intelligence. Voilà. Et l'intelligence a très très rapidement et brutalement, je dirais, est apparue dans le domaine de l'innovation du camion dans les années 80, voilà, 80-90, quand on a commencé à pouvoir électroniser certaines fonctions du véhicule, pouvoir gérer cette électronisation et pouvoir développer l'architecture électrique et électronique qui allait bien pour le faire. Et ça, c'est vraiment, je dirais, la partie récente des 100 ans,
Hein, les 30 dernières années ont été complètement prolifiques dans le domaine de l'intelligence et a fourni aux autres, je dirais, types de technologies qui sont les matériaux et puis l'énergie, des capacités, des potentialités d'optimisation et d'amélioration considérables dont elles ne disposaient pas avant. On peut dire que le poids lourd a suivi l'évolution de l'industrie en général aussi, que ce soit aussi bien les... Alors, le poids lourd, enfin, bon, moi j'ai longtemps essayé de comparer les technologies du camion par rapport à celles de l'automobile, parce que j'avais aussi eu un parcours dans l'automobile. Le camion n'a pas du tout je dirais, à se positionner, à rougir de la qualité des technologies dans le domaine du camion. Il faut faire tout comme une voiture, mais mieux du point de vue de la fiabilité, de capacité d'emport, etc., avec beaucoup moins de ressources. Voilà. Donc, finalement, bon, déjà, une cabine de camion, c'est quelque part une automobile sur un châssis, du point de vue des fonctionnalités de confort, etc., de l'ergonomie, de tout l'aménagement du poste de conduite, les interfaces hommes-machines. Ça, c'est des trucs qui ont fortement évolué depuis 20 ans, 30 ans. Voilà. Et puis, par ailleurs, le camion a développé une capacité considérable d'intervenir dans le domaine de la fiabilité, du suivi des performances, de la réparabilité, de la maintenabilité en situation opérationnelle, parce que c'est une machine au service de l'économie, au service des transports, etc., contrairement à une automobile qui est plus un produit à caractère de plaisir. Oui, c'est ça. Voilà. Le poids lourd est un outil de travail. Oui, c'est ça. Ce qui apporte et donc ça, cette partie-là, si vous voulez, alors elle a émergé avec plutôt électronique quand même, avec capacité de mettre des capteurs, etc., des processeurs, des actionneurs. Donc c'est plutôt la troisième partie des 100 ans d'innovation dont je parle là. Pour les deux parties précédentes, je n'ai pas vraiment matière à en discuter. C'est vraiment très, très magnifiquement illustré dans ce livre. Moi, j'ajouterais quand même que, vu de ma fenêtre plutôt de bureau d'études, de chercheurs, de concepteurs, il y a quelque chose qui a beaucoup marqué ces 100 ans. C'est l'évolution des méthodes de travail, des méthodes d'industrialisation, des méthodes capacité de concevoir, la disparition de la planche à dessin, ça c'était dans les années 60, 70. Les planches à dessin ont complètement disparu des bureaux d'études. Elles ont été remplacées par des ordinateurs qui ont totalement évolué depuis. La première connexion à Internet dans mon bureau, c'était en 1994. J'ai été le premier bureau du site de Saint-Priest à être connecté à Internet, en 1994. Donc c'est il y a 25 ans. Ça a été un plus à l'époque ? Eh ben, Internet donne accès à l'information, à la connaissance, aux données, etc. À l'époque, Internet était beaucoup plus facile à utiliser qu'aujourd'hui parce qu'on n'était pas envahi par les publicités, etc. C'était beaucoup plus simple, je dirais presque, d'accéder et de communiquer à l'époque. Mais donc, ça a été un plus pour donner au bureau d'études une capacité à intégrer des aspects de la complexité de la réalisation d'un véhicule qui s'appelle un camion, en utilisant des bibliothèques, des documentations extérieures, etc. Voilà. Et puis, pour terminer, parce que je ne veux pas être long, la partie aussi industrialisation, la capacité de maîtriser son outil industriel et la démarche produit-process de simulation, le calcul par élément fini, calcul, etc. Tout ça, ça a déboulé dans les années 80-90. Et aujourd'hui, on fait de la simulation en temps réel, etc., pour mettre au point des véhicules autonomes et des trucs comme ça, qu'on ne savait pas faire autrefois. Donc, on est aujourd'hui capable de beaucoup mieux qu'avant maîtriser la complexité. Alors, je vais laisser la parole maintenant à deux journalistes. Donc, on écoutera dans un instant Jean-Philippe Pastre, qui a largement contribué à cet ouvrage. Je vais commencer par Étienne Cadet, qui a eu plusieurs vies dans sa vie. Juste en résumé, donc, Étienne, vous êtes journaliste à l'Officiel des transporteurs actuellement. Vous êtes un ex, je peux dire comme ça, unique Iveco, c'est ça? Vous avez une partie, vous allez nous en parler. Alors, quand on a préparé, quand on s'est appelé pour préparer cette conférence, quand j'ai demandé à chacun d'entre vous, je pense, en tout cas, innovations qui ont changé le poids lourd, vous m'avez cité, Étienne, l'assistance de direction. Oui. Pourquoi ? Parmi les progrès énormes qu'il y a eu, il y a eu l'apparition de systèmes d'aide
à la direction, c'est-à-dire la cerveau-direction. Et au début, les camions avaient un système avec un volant démesuré parce qu'il fallait exercer un effort énorme dessus. Et ça empêchait également de trop charger les essieux avant. Puisque si on exagérait, moi je me souviens avoir vu des gens en chantier faire avancer et reculer le camion, parce qu'il y avait un peu de pente, donc il embrayait, et à chaque fois que le camion bougeait, il tournait un petit peu le volant. Mais pour arriver à prendre un virage, ça pouvait prendre 5 minutes, c'était quelque chose d'épouvantable. Et l'apparition de la cerveau-direction a tout changé. Et il y a eu d'abord des vérins hydrauliques qui commandaient qui servaient à faire tourner les roues et en même temps ça aidait et ça soulageait le conducteur. Et donc ça a été un progrès énorme. Les volants ont pu un peu diminuer de diamètre. Et ça a eu un autre avantage, c'est que ça a permis aux concepteurs des véhicules de mieux répartir la charge. Parce qu'on avait un essieu avant qui, avec des pneumatiques, pouvait prendre une charge relativement importante, surtout avec les progrès sur les pneumatiques. On pouvait avoir, sur un essieu monte simple, avant, on pouvait avoir entre 7 et 8 tonnes de capacité. La suspension, ça c'est une affaire, on va en parler un petit mot après, mais on a pu manœuvrer sans effort le volant, faire tourner les roues, faire tourner le véhicule, grâce à cette assistance de direction. Alors après, on a intégré l'assistance de direction dans le boîtier, ce qui fait que maintenant, on ne voit plus le système avec son grand vérin, mais l'effet est encore plus important. Et ça a eu un effet annexe, c'est que dans la conception du véhicule, on a pu utiliser cette capacité de 7-8 tonnes de l'essieu avant et changer, à d'abord faire des véhicules cabine avancée, c'est-à-dire que on pouvait déplacer la cabine avec du porte-à-faux par rapport à l'essieu, et ça permettait de gagner sur l'empattement, c'est-à-dire sur le rayon de braquage. Et ça a été, et maintenant, on trouve des dames, des jeunes femmes qui peuvent conduire d'énormes véhicules et se faire plaisir d'ailleurs en roulant avec ce type de matériel parce que ça ne pose plus aucun problème. Étienne, il y a eu aussi donc parmi les innovations que vous citiez, il y a turbocompresseur également, ça a été l'une des turbocompresseurs. Turbocompresseur, oui. Alors le turbocompresseur, ça a été un avantage parce que ça a permis d'augmenter la puissance au litre du moteur. C'est-à-dire qu'en fait, on a augmenté la quantité d'air qu'on pouvait admettre dans les cylindres parce qu'on a monté la pression. Et on a monté la pression justement en créant... alors on aurait pu avoir un compresseur mu par l'électricité, mais enfin c'était très difficile de le coupler avec le fonctionnement du moteur, parce que sur un camion, si l'on regarde la ligne, comment évolue la puissance, c'est extrêmement... c'est en dents de scie. Donc, gérer ça avec un moteur électrique, ça aurait été très, très compliqué. En fait, le turbocompresseur permet d'obtenir un coefficient d'augmentation de puissance qui est fonction déjà de la puissance d'origine. C'est-à-dire qu'on est à mi-charge, le turbo va en rajouter un peu, mais beaucoup moins que si on est déjà à pleine charge, où on va avoir plus de pression, donc on va pouvoir injecter plus de carburant et avoir plus de puissance. Donc ça a permis d'augmenter
la puissance au litre de cylindrée des véhicules. Ça a entraîné un certain nombre de problèmes parce que il fallait que toute la mécanique encaisse les montées en température, les montées en pression éventuellement. Et donc, au début, les turbos n'avaient pas forcément une longévité si bonne qu'un moteur à aspiration normal. Mais ça s'est rapidement, au fil des années, ça s'est rapidement amélioré. Maintenant, on n'imaginerait même pas de faire un moteur sans turbocompresseur. On est même allé plus loin puisqu'on a mis des systèmes pour refroidir l'air entre le turbo et l'entrée dans le moteur, pour que les températures pour qu'on puisse injecter plus, donc avoir plus de puissance. Mais ça a été remarquable, cette évolution des moteurs. Il y en a eu d'autres. Donc, il y a eu également, vous me disiez en préparant la conférence aujourd'hui, là, il y a également l'arrivée des nouvelles énergies comme le gaz. Ça a été important dans l'évolution du poids lourd. Alors, oui, le gaz, ça a été une évolution, et c'est assez surprenant d'ailleurs, parce que la façon dont ça s'est développé. Les moteurs au gaz, au début, on parlait de moteurs au gaz, mais c'était du gaz de ville, c'était des trucs qui n'étaient pas très, c'était pas très propre comme production, c'était pas la bonne solution. Et puis, on a découvert que dans certains pays, il y avait du gaz naturel. Donc, le gaz naturel, CH4, c'est quelque chose de tout à fait simple. Et il y a un pays notamment où ça s'est développé en Europe, c'est l'Italie. Parce que l'Italie, donc c'était dans les années 30, c'était la période où il y avait le régime de Mussolini. Et Mussolini avait peur un peu que dans les sources de pétrole du fond de la Méditerranée, un jour, il y ait des problèmes politiques et qu'on lui coupe l'approvisionnement. Il s'est trouvé que dans la plaine du Pô, il y avait des gisements. Donc, les constructeurs, en fait, ils ont réinventé le moteur à essence, puisque c'est-à-dire un moteur à allumage alimenté en gaz naturel. Et au lieu de... Alors évidemment, le gaz naturel a été épuré pour qu'il ne reste plus que le méthane. Et ça donnait des fonctionnements comme un moteur à essence, mais avec un carburant d'origine nationale. Alors on a eu le même phénomène en France dans les Pyrénées. Alors on avait eu un premier gisement, et le premier gisement, en fait, on en tirait du gaz qu'on pouvait utiliser dans un moteur à essence aménagé, mais très, très simplement, et il a été utilisé pendant la guerre, c'est-à-dire que comme il n'y avait plus de carburant normal, essence ou gazole, les gens convertissaient les moteurs, faisaient convertir les moteurs à essence en moteurs au gaz. Et après la guerre, ils ont trouvé que c'était simple, que ça marchait bien. Ils ont voulu continuer. Donc, il a été décidé, surtout après l'apparition du gisement de Lac, qu'on allait avoir une grosse possibilité, enfin un gros volume disponible de gaz naturel. Et il a été décidé au niveau gouvernement, c'est-à-dire au niveau politique, on peut dire, que ce serait utilisé à la place du gaz de ville. C'est-à-dire que c'est ce qu'on a maintenant, le gaz naturel, c'est ce qu'on a maintenant dans les maisons, dans les appartements. Enfin, et pour ça, il y a eu une interdiction totale d'utiliser ce carburant sur les véhicules à roues. Enfin, et donc, c'est tombé à l'eau, enfin, si on peut dire. Et en fait, les constructeurs français ont oublié complètement le gaz naturel. Et en revanche, en Italie, les constructeurs locaux, dont
le dernier qui reste, qui était Fiat, donc maintenant est passé, ça fait partie du groupe Iveco, ont continué de développer des versions au gaz des moteurs. Et ce qui fait que le jour où on a parlé du gaz comme une solution intéressante pour la pollution, les émissions des moteurs, en France, on a été vraiment en retard. Et ça s'est débloqué dans les années 90. Il y avait eu un homme de politique qui avait été chargé de faire toute une étude. Et il a fait en beaucoup plus détaillé ce que je viens de vous raconter, quoi. C'est-à-dire, il a fait le tour de l'Europe et il a vu comment ça marchait partout. Et en fait, les premiers véhicules au gaz ont été admis. Alors, Renault avait un sous-traitant qui avait développé une version gaz de ses moteurs. Et puis, Iveco avait une version développée en Italie pour ses moteurs. Et on a mis en service des véhicules avec ce type de motorisation pour les livraisons tardives en ville. Et là, c'est formidable parce que les camions qui tournaient encore un peu au diesel, mais qui continuaient de tourner au ralenti pour faire un peu de froid, entre autres dans les frigos, eh bien, ils étaient beaucoup mieux, les camions au gaz étaient beaucoup mieux acceptés dans les quartiers. Il n'y avait plus de problème. Donc le gaz a été, entre autres, donc un plus pour le camion. Je vais passer le micro à Jean-Philippe Pastre, donc, qui est l'un des co-auteurs, en tout cas avec moi, de ce livre. Quel a été le plus difficile, en fait, ça a été de choisir en fait les innovations, 100 ans, il y en avait beaucoup. Alors, ça a été... En fait, effectivement, et ça rejoint le propos de M. Bernard Favre, ce qui est intéressant, c'est la difficulté chronologique. J'explique. Les innovations, en fait, elles arrivent parce qu'il y a une maturité technique. Et d'ailleurs, c'est un sujet d'actualité avec les histoires autour de l'hydrogène, de l'électrique aujourd'hui. C'est très difficile d'attribuer la paternité. Alors, dans le cas du moteur diesel, c'est évident. Bon, Rudolf Diesel, il n'y a pas de souci. Mais globalement, quand on a des innovations dans la carrosserie ou dans les véhicules, c'est difficile parce que c'est un contexte technologique, une maîtrise technologique qui arrive dans un ensemble d'une profession, d'une corporation. Et à ce moment-là, en fait, l'innovation arrive assez vite et elle se répand très vite. Un exemple très concret que j'ai pu voir à nouveau dans les allées du salon Solutrans et qui remonte là aussi à l'histoire, c'est les développements des métaux légers. Ça apparaît très tôt. Ça apparaît dès les années 20-30 parce que l'industrie aéronautique avait développé le duralumin. Et à partir de là, les carrossiers, et c'est ce qui était évoqué par M. Brossette à la Fondation Berlier, les carrossiers se sont dit on a de la charge utile à gagner. Et là, on arrive à une maturité technique qui fait que dès les années 20-30, on a une tendance, une maîtrise technique qui fait l'apparition des métaux légers. Et derrière, toute une filière se met en place. On le voit très bien. Étienne doit nous quitter. Merci Étienne en tout cas. On aura l'occasion de reparler du poids lourd. Jean-Philippe, tu peux continuer, vas-y. Et en fait, on voit après ce départ, ce point de départ, le rôle de lobbying, voilà, soyons clairs, de l'aluminium français pendant la Seconde Guerre mondiale, qui va porter ses fruits dans l'immédiate après-guerre, dans l'automobile avec Panhard, mais aussi chez les carrossiers. Et l'autre évolution, et ça rejoint la construction métallique, donc le métier de soudage et la fabrication en série, c'est l'apparition des profilés. Ça, avant-guerre, il n'y avait pas de fournisseurs. Après-guerre, on en a. Et du coup, les carrossiers se mettent à construire en série, mais toujours en étant en mesure de faire du sur-mesure. Mais ils ont les outils et ils ont les éléments qui permettent de fabriquer des véhicules à structure carrosserie métallique. Est-ce qu'on peut dire sur 100 ans, donc un siècle, ok, l'industrie française du poids lourd a été déterminante même par rapport, on va dire, aux autres pays à travers le monde. On est ici à Lyon, on peut parler d'industrie poids lourd.
C'est un jeu de miroir et de va-et-vient. On peut déplorer que dans la vision des politiques français de l'après-guerre, parce que ça remonte même au plan Ponce dans les années 40, de fusionner, regrouper les constructeurs, et le vieux fantasme français du constructeur national, donc qui va aboutir à la fusion forcée entre Saviem et Berlier. L'idée du champion national. Bon, ce champion national, ça a été vendu aux Suédois, c'est comme ça. Donc, mais c'est un jeu de va-et-vient. Un exemple historique amusant, c'est Fruhof, qui est une société américaine au départ, qui s'installe un peu partout dans le monde, et finalement, la filiale qui a eu la plus longue durée de vie, aujourd'hui, c'est Fruhof en France. C'est assez amusant. Et c'est un jeu de va-et-vient entre les pays, et c'est très difficile de s'attribuer des paternités. Un exemple type, Rudolf Diesel, en fait, a travaillé pendant des années en France. Voilà. Donc il y a aussi cette diffusion des techniques qui se fait aussi par les constructeurs. On a évoqué Berlier. C'est vrai que avec Étienne Cadet, on a beaucoup parlé du turbocompresseur. Le turbocompresseur est une invention française qui a été finalement appliquée aux véhicules industriels par un fournisseur allemand et qui va se populariser, entre autres parce que Berlier, dès les années 50, va y croire. Alors on n'avait pas les pétroliers à l'époque qui maîtrisaient les huiles comme on allait le faire plus tard, donc c'était effectivement, on a eu des problèmes de fiabilité, mais voilà, c'est très difficile d'attribuer strictement une invention à un pays ou à une personne. Philippe et puis Bernard, est-ce qu'aujourd'hui, on va parler un petit peu de l'évolution, votre point de vue aujourd'hui du poids lourd. On le voit à travers Solutrans, à chaque édition, il y a encore de nouvelles innovations et ça avance vite, non seulement au niveau des nouvelles énergies, mais également équipements, carrosserie, etc. Bernard, par exemple, est-ce qu'on reste aujourd'hui, la France, une terre d'industrie poids lourd, enfin en tout cas véhicule industriel? Il y a beaucoup de compétences en France, mais dans des contextes de partenariat ou d'appartenance à des groupes qui sont mondialisés. Donc je dirais qu'il y a une certaine granulométrie. Il y a les gros groupes industriels qui sont mondiaux, avec des entités plus ou moins nationales. Et puis il y a un tissu d'entreprises beaucoup plus modestes, mais pas forcément négligeables, mais qui ont plus une appartenance nationale. Je ne sais pas si la dimension nationalité a un sens dans les questions qu'on discute là. Ce qui a un sens, c'est de quoi a besoin le client, qu'est-ce qu'il recherche comme solution qui soit à la fois rentable, pertinente, qui lui permette d'adresser son personnel et puis de satisfaire son client à lui, qui est etc. Et là, les solutions, elles viennent presque naturellement sur la base de ce qui est sur étagère ou ce qui existe dans les tissus industriels au niveau de la planète. Voilà comment je dirais. Philippe ? Oui, moi j'ai un exemple, parce que j'ai dû faire une petite étude sur le sujet, sur les constructeurs européens. Quand je suis rentré dans le métier, il y avait 37 marques en Europe. Aujourd'hui, il y a 5 groupes. Et donc, il y a eu une histoire de concentration considérable et qui est due à plusieurs facteurs. Les facteurs, c'est d'abord que la productivité du transport ayant augmenté, le volume des véhicules produits n'a pas vraiment augmenté pendant la période. Et donc ça, c'est une première chose. Deuxièmement, la dérégulation des prix dans le domaine du transport a fait que les utilisateurs ont cherché à avoir les produits les moins chers possibles sur le marché. Donc ça a développé des problèmes de rentabilité dans ce domaine. Et puis, tout ce dont on a parlé en termes d'innovation, de dépollution, de choses comme ça, a demandé des investissements considérables. Et donc ces investissements, chaque constructeur national, il y en avait en Italie, en Espagne, en Allemagne, en France, au Royaume-Uni, ne pouvait pas forcément suivre. Et donc ça a généré une concentration mondiale. Par exemple, pour développer les systèmes d'antipollution contre les particules et les oxydes d'azote, les grands groupes que sont Daimler, Volvo, qui avaient des possibilités de marché
aux États-Unis, en Europe et en Asie, eh bien, ont pu développer les mêmes technologies en les rentabilisant sur des volumes mondiaux. Donc c'est pour ça que, j'allais dire, il n'y a pas eu... Les nationalités se sont effacées par rapport à tout cela. Et ce qu'on a vu d'abord, en Europe, c'est que d'abord il y a eu concentration dans chacun des pays, et puis après il y a eu une concentration inter-européenne, et puis après il y a eu une concentration mondiale. Oui, Bernard, peut-être non, pour compléter. Je voudrais illustrer par un point précis que je connais, c'était le Common Rail pour alimenter les moteurs diesel avec du gazole haute pression qui a permis de... C'est une solution pour passer les nouvelles réglementations, notamment Euro. Le Common Rail a été inventé par Renault dans les années 80, par un de mes collègues. Le brevet a été cédé à un fournisseur japonais une dizaine d'années plus tard. Le fournisseur japonais a développé une industrie du Common Rail et l'a ensuite diffusé chez les constructeurs qui en avaient besoin, que ce soit dans le domaine du camion ou d'autres technologies. Voilà. Ça illustre tout. En tout cas, bon, on pourra en parler des... Non, Philippe, non. Non, voilà. En tout cas, on pourra en parler des heures. Si vous avez des questions avant de clôturer cette conférence, pas de questions? Bon, en tout cas, je vous remercie. Merci, messieurs. Et encore un merci à la Fondation Berlier d'avoir collaboré à cet ouvrage. Voilà, et bon salon, en tout cas, si vous venez d'arriver. Merci.